Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Je l'avais parlé depuis quelques temps déjà, mais j'ai fait tout un travail. J'ai été très aidé par nombre de personnes et particulièrement par une amie dans un travail sur la physiologie du stress. C'est même elle qui m'a orienté dans cette direction dès le départ et je l'en remercie. Je la félicite aussi pour son travail extraordinaire. Et je tenais à partager avec vous. Alors ça va certainement prendre plusieurs vidéos parce qu'on va aborder plusieurs aspects. Vous allez voir à quel point finalement cette dimension du stress dans nos vies et sur nos physiologies peut être extraordinaire pour comprendre énormément des phénomènes qui se passent et que nous ne comprenons pas au niveau de nos corps, au niveau des digestions, au niveau des tas de processus physiologiques qui se passent en nous. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est déjà qu'on appelle un stress? Parce qu'on dit finalement déjà une petite définition, on dit voilà, j'ai subi un stress. En fait c'est faux. En définition, il y a un agent stresseur, donc c'est un élément qui va venir apporter un agent stresseur, et le corps réagit par ce qu'on appelle le stress. Et le stress est commun, c'est une réaction commune, quel que soit l'agent stresseur. Et c'est ça qui va être très très important. C'est-à-dire qu'il va y avoir différents agents stresseurs, mais la réponse du corps va être unique. C'est une réaction qu'on appelle, c'est le système, il y a deux systèmes qui s'opposent un peu dans le corps. Il y a un système qu'on appelle le système lutte ou fuite, qui va être principalement axé sur deux hormones, que sont l'adrénaline et le cortisol, on va y revenir, et un système qui va être plutôt le système calme-contact, qui correspond donc à l'absence de stress et à la relaxation, qui sera bien basé sur une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Et on reviendra sur l'ocytocine beaucoup plus tard. Donc, quand il y a un agent stresseur, eh bien la réaction du corps va être un stress. Et la réaction de stress, elle est commune. Et c'est important parce que finalement on se rend compte que quel que soit l'agent stresseur, qu'il soit physique ou psychologique, eh bien cela revient au même. Du point de vue physiologique, un agent stresseur, quel qu'il soit, va amener le même type de réponse. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut comprendre que dans notre vie moderne finalement, tous les agents stresseurs de type psychologique, les souffrances au travail, les pressions exercées et ainsi de suite, ont les mêmes effets que pouvaient avoir des agents stresseurs dans d'autres environnements, par exemple l'apparition d'un animal sauvage ou un danger imminent. Et comment réagit le corps? Alors on va faire ça assez simplement, je vous ai dit, c'est lié principalement à deux hormones, principalement l'adrénaline et le cortisol. Alors l'adrénaline comme le cortisol sont sécrétés dans les glandes surrénales, d'où hyper importance des glandes surrénales. L'adrénaline est aussi présente au niveau du cortex cérébral et donc elle est sécrétée dans le cortex cérébral, mais l'adrénaline qui est en action dans le corps dans la réaction de stress est celle donc qui n'est pas un neuromédiateur mais qui est une hormone, est sécrétée dans les glandes surrénales. Et je vous ai déjà dit à quel point la santé de nos glandes est essentielle. Il n'y a pas de santé des organes sans santé de nos glandes, on y reviendra. Mais c'est vraiment en amont des organes même qu'il faut s'intéresser aux glandes. Donc tout cela, ça vient de deux parties différentes des glandes surrénales. Donc des glandes qui sont situées juste au-dessus des reins. Et c'est pour ça qu'on les appelle surrénales. D'ailleurs, dans adrénaline, on retrouve la racine rein. Présent dans l'adrénaline. Et donc, l'adrénaline, alors j'ai pris quelques notes quand même, hein, je ne vous cache pas que j'ai pris quelques notes. L'effet de l'adrénaline. Alors, élévation de la dégradation du glycogène en glucose dans les muscles et le foie, et renforcement de l'utilisation du glucose par le cerveau. C'est quelque chose qu'on va trouver à la fois dans l'adrénaline et dans le cortisol. C'est finalement une accélération de la glycogénolyse, c'est-à-dire qu'on brûle nos stocks de glycogène. Pour quelle raison? Eh bien, simplement parce qu'on a besoin d'un afflux d'énergie momentané. D'autre part, qu'est-ce que va faire l'adrénaline? Eh bien, élévation de la pression artérielle, élévation du rythme cardiaque,
principalement. D'autres effets ne vont pas nous intéresser particulièrement, mais il y a des relâchements de ce qu'on appelle les muscles lisses, donc pour éviter la miction, pour éviter d'avoir besoin d'uriner. Et tout ça, vous voyez, c'est très adapté dans le cadre d'un stress physique. C'est-à-dire que quand un animal surgissait devant nous et nous présentait un danger, eh bien, il s'agit de ne pas avoir envie d'uriner, il s'agit d'avoir des réserves d'énergie disponibles immédiatement, et c'est ce que cela fait. Le cortisol va beaucoup plus loin. Non seulement le cortisol a un effet, favorise la glycogénolyse, donc favorise la destruction des réserves de glycogène en sucre, de manière à avoir une réserve de sucre suffisante, mais surtout le cortisol va permettre aussi, va favoriser et même va induire très fortement ce qu'on appelle la lipolyse. Donc la lipolyse, c'est la destruction des graisses, le catabolisme des graisses de l'organisme pour produire des sucres afin que le corps puisse avoir un apport d'énergie suffisant. Donc pour le cortisol, lipolyse, donc destruction des stocks de graisse de l'organisme, globalement effet catabolisant, c'est-à-dire qu'on consomme toutes les réserves de l'organisme pour permettre au corps d'avoir une énergie disponible sous forme de sucre rapidement. Et ce faisant, il y a aussi un phénomène qui est assez surprenant, c'est que, enfin assez surprenant, non, il ne devrait pas l'être, tous les phénomènes de digestion et d'assimilation sont minorés, voire quasiment ils sont nuls, et ça c'est surtout l'action de l'adrénaline qui va faire en sorte que la digestion et l'assimilation n'ont plus lieu, tout simplement. Et le cortisol, lui, il va induire ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que finalement, l'insuline ne pourra pas jouer son rôle au niveau du sang parce que le corps se nourrit directement, finalement, à partir de la lipolyse et de la glycogénolyse et qu'il n'a pas besoin d'apport de sucre extérieur. Donc les effets du cortisol et de l'adrénaline sur la nutrition sont majeurs. C'est radicalement une résistance totale à la nutrition qui se met en place. On aurait beau apporter de l'aliment à un organisme en situation sous l'effet d'un agent stressant, eh bien l'organisme ne va pas le prendre. Et on comprend bien pourquoi, parce que dans la nature, finalement, quand un agent stressant, quand un facteur de stress, d'agression apparaissait, l'important était de rentrer dans le système lutte ou fuite, et qu'il n'avait pas lieu de commencer à manger des fruits à l'arbre le plus proche, mais à d'étaler le plus rapidement possible pour sauver sa peau. Le cortisol a aussi un effet qui va être très intéressant, c'est qu'il a un effet suppression de l'effet anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va permettre de minorer la réaction du système immunitaire à toute forme d'agression. Il va permettre à ce que le corps tolère une blessure sans réagir, à ce que le corps ne dépense pas d'énergie via le système immunitaire pour réagir à une blessure ponctuelle. Là aussi, ça se comprend, nous sommes blessés, mais nous devons nous enfuir. Eh bien, l'important, ce n'est pas de dépenser de l'énergie pour réparer cette blessure, ça viendra plus tard, mais l'important, c'est d'avoir de l'énergie disponible pour s'enfuir. Donc ça, c'était un tableau global de l'action de l'adrénaline et du cortisol qui correspondent finalement aux réactions du corps. Il y a de nombreuses réactions du corps, mais les deux sur lesquelles on peut vraiment attirer notre attention, c'est en situation de soumission à un agent stressant et en réaction de stress, c'est cette résistance à la nutrition globale et finalement cette sous-réaction du système immunitaire. Donc résistance à la nutrition et catabolisme qui va de pair. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de différence pour l'organisme entre agents stressants. C'est-à-dire que quels qu'ils soient, les agents stressants vont induire la même réaction qu'on appelle le stress. Donc la mise en place du système lutte ou fuite à base qui est bien axé sur le cortisol et l'adrénaline. Or, ces agents stressants, quand l'homme vivait dans la forêt, eh bien, ils étaient ponctuels. Ils survenaient de façon totalement aléatoire, de temps en temps, et l'organisme était mobilisé. Il ne durait pas très longtemps, parce que c'était rapidement vu. Soit on arrivait à s'enfuir, soit on était mort et on était mangé.
Et les choses fonctionnaient très très bien ainsi. Et la physiologie s'est bâtie pendant des millions d'années par rapport, excusez-moi, par rapport à cette nécessité. Mais les choses ont bien changé. Et comme je vous l'ai dit, toute forme d'agent stressant donne la même réaction dans l'organisme. C'est vraiment très très important. Et au début, on a du mal à s'en convaincre. Maintenant, les agents stressants, ils sont plutôt d'ordre psychologique. On va parler de souffrance au travail, on va parler de pression qui est exercée sur un individu, toutes les formes finalement d'agents stressants liés à la vie moderne que nous avons construit. Et ces agents-là, quelle est leur principale caractéristique? C'est que souvent, ils sont quotidiens, c'est que souvent, ils sont continus, et ils sont même entretenus par le mental. Et alors là, la problématique devient tout autre. Parce qu'une réaction qui était normale et saine pour l'organisme, c'est-à-dire mise en place du système lutte-fuite, utilisation du cortisol et de l'adrénaline, finalement, pour mobiliser les réserves énergétiques du système, eh bien, ce système qui devait être ponctuel et donc répondait parfaitement aux besoins de l'organisme, il va devenir non pas ponctuel, mais quotidien. Et cet effet de catabolisme et de résistance à la nutrition va s'installer de manière quotidienne. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus que ça, c'est que l'agent stresseur, tant qu'il reste, on va dire, bon, on peut essayer de le supprimer. C'est-à-dire, par exemple, changer de travail. Si la souffrance est un stress au travail, on va dire, on va changer de travail. Eh bien, il y a eu des expériences très intéressantes qui ont été faites par Henri Laborie. Je vais essayer de retrouver parce que j'avais pris des notes. Voilà, j'y suis là. Excusez-moi parce que c'était une interview. C'était une interview d'Henri Laborie. Alors, attendez, non, je ne suis pas à la bonne page encore. Voilà. Voilà, ça y est. Donc, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que si Henri Laborie a fait une expérience et pour arriver à la théorie de l'inhibition de l'action. C'est-à-dire que s'il soumet des rats, alors je suis d'accord avec vous, c'est le genre d'expérimentation qui me fait froid dans le dos. Mais bon, passons, elle a été faite, donc autant en tirer les... Enfin, passons, non, ne passons pas. Mais elle a été faite, et bon, voilà, j'utilise les conséquences qui ont été tirées de ce type d'expérience. Henri Laborie avait pris des rats qu'il soumettait à un stress, un agent stressant. Pas un stress, mais un agent stressant. Vous voyez, moi aussi, je me fais avoir. Et il s'est rendu compte de deux choses. C'est qu'il y a une différence notable dans le fait de permettre au rat d'avoir une action par lui-même pour fuir cet agent stressant ou pas. Et que c'est vraiment l'inhibition de l'action, c'est-à-dire l'empêchement de l'action, qui crée le pic de réaction de stress dans l'organisme. Mais surtout que l'inhibition de l'action va amener l'organisme à avoir un phénomène d'adaptation qui va être une appréhension de l'agent stressant. C'est-à-dire que si le rat était soumis à un agent stressant pendant 15 jours, par exemple, eh bien le corps s'adaptait et appréhendait l'arrivée de cet agent stressant chaque jour en rentrant dans un système lutte ou fuite a priori. Et que finalement, si cet agent stressant était supprimé, eh bien le rat continuait à avoir le même type de fonctionnement. C'est-à-dire sécrétion pour l'individu, ça sera sécrétion de cortisol, sécrétion d'adrénaline, et ainsi de suite, résistance à la nutrition, sous-réaction du système immunitaire. Donc, vous comprenez bien que dans le mode de vie, où nous sommes soumis souvent pendant de longues périodes à des agents stressants, ce qui va être particulièrement dangereux, c'est que l'on aura beau supprimer ces agents stressants, par exemple en changeant de travail, dans la mesure où, pendant un temps, nous aurons été empêchés finalement d'avoir une action positive sur cet agent stressant en le fuyant, eh bien on va continuer à maintenir
le système du cortisol et de l'adrénaline, bien qu'on sera au repos. Qu'est-ce que ça donne? Par exemple, un individu est au travail et il subit par exemple la moquerie ou la pression d'un supérieur hiérarchique. Il l'a subi pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 2 mois, et il est coincé. Il est coincé dans cette situation. Donc, agent stressant, le petit chef, réaction de l'organisme, stress, sécrétion de cortisol et d'adrénaline en continu. L'individu s'épuise, l'individu s'affame de l'intérieur, il consomme ses propres ressources, il va perdre du poids, il va s'affaiblir. J'ai oublié de dire aussi que le cortisol et l'adrénaline avaient une action anorexifiante, je ne vais pas trouver le terme, mais anorexigène peut-être. Mais en tout cas, il va produire une réaction anorexique chez l'individu qui ne va plus s'alimenter. Cet individu, au bout de 3 mois, finalement, réalise par l'intermédiaire d'un proche qu'il faut qu'il abandonne ce travail, qu'il parte de ce travail. Et il va se retrouver chez lui. Ah, enfin, relaxé, libéré de ce travail. Et pourtant, il va avoir beau continuer à maintenant prendre du temps pour lui, pour se nourrir, eh bien rien ne va y faire. Il va continuer à perdre du poids, à digérer très très mal, à ne pas réussir, à tomber malade pour un oui ou pour un non parce que son système immunitaire ne réagira pas. Et cela, pour quelle raison? Parce que pendant un certain temps, il y a eu une inhibition de l'action suffisante de manière à ce que l'organisme intègre comme un fonctionnement le fait que ce stress est récurrent. Et donc je lisais c'est une interview d'Henri Laborie à Radio-Canada, et il dit « L'inhibition de l'action aboutit donc à la libération de cortisol dans l'organisme, ce qui explique que toute pathologie dépend de l'inhibition de l'action. Le cortisol détruit le système immunitaire, et sans système immunitaire, je cite les mots d'Henri Laborie, sans système immunitaire, vous faites des maladies infectieuses, une évolution cancéreuse est tout à fait possible, on retient l'eau, les sels, le système vasculaire rétrécit, avec une masse hydrique et de sang qui est augmentée, vous avez des hypertensions, des hémorragies cérébrales, des infarctus. La cortisone, donc issue du cortisol, provoque des ulcères d'estomac. Donc, toute pathologie infectieuse, tumorale, cancéreuse m'apparaît de plus en plus dépendante de l'inhibition de l'action, c'est-à-dire l'empêchement à réagir par soi-même à un agent stressant qui apparaît. Or, c'est quelque chose qui est très 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 commun dans nos modes de vie. Et je pense que nombre d'entre nous sommes confrontés à des phénomènes de type, bon alors ça se traduit au départ par des phénomènes de type digestif, ça peut se traduire aussi par de la perte de poids, ça peut se traduire avant tout par une baisse du système immunitaire, et on ne comprend pas, on a beau changer les choses, eh bien il n'y a pas de réelle évolution, parce qu'en fait il ne s'agit pas de supprimer l'agent stressant. Si l'agent stressant s'est maintenu pendant trop longtemps, eh bien le système est lancé dans une logique. Alors ne vous inquiétez pas, il y a moyen de sortir de cette boucle, ça sera l'objet de la prochaine vidéo, ça sera le système calme contact. Pour l'instant on va continuer à explorer un petit peu toutes les conséquences de ces systèmes lutte et fuite. Je cite toujours Henri Laborie, nos systèmes nerveux seraient programmés pour agir dans le sens qui nous permette de satisfaire nos besoins acquis afin de maintenir notre structure. Si la stratégie mise en œuvre est efficace pour la conservation du bien-être, elle sera mémorisée et reproduite en cas de besoin. C'est ce que je vous dis, c'est que soumis à un agent stressant, eh bien, si la réponse lutte ou fuite est adaptée pour minorer la souffrance, eh bien, on va l'intégrer et on va l'intégrer complètement à notre structure et rentrer dans ce type de fonctionnement. Et là, c'est là où ça devient extrêmement délétère. Et je me souviens d'une remarque que faisait Eckhart Tolle, qui était vraiment assez extraordinaire, sur les relations entre individus. Il disait, voilà, vous prenez deux personnes au petit matin qui se croisent, il va y avoir une altercation entre les deux, il va y avoir des mots qui vont voler, ça va monter haut, et puis chacune va partir en bougonnant, et pendant toute la journée, elle va garder en elle, et ça va tourner, le ressentiment contre l'autre, et ainsi de suite. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et là, on est en plein inhibition de l'action
face à un élément stressant. On se sent coincé, on est coincé, ça tourne en boucle dans notre cerveau, c'est un cas typique. Et un jour, il se retrouve sur un banc et il observe 2 canards. Et il y a 2 canards mâles qui vont l'un vers l'autre, qui nagent l'un vers l'autre. Visiblement, ils sont en rivalité pour le contrôle de la mare. Et ils se font ce qu'on appelle littéralement une prise de bec. C'est-à-dire qu'ils commencent à se battre à coups de bec. Ils se battent, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et puis, il y en a un finalement qui recule. Et là, les 2 canards partent à l'opposé l'un de l'autre. Ils font quelques mètres. Et au bout de quelques mètres, chacun d'entre eux se lève un petit peu au-dessus de l'eau sur sa croupe et commence à battre des ailes en faisant coin, 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 coin. J'espère que je fais bien le canard. Pardon. En battant des ailes. Tout cela pour laisser sortir toute la tension accumulée. Et puis ensuite, ils repartent en frétillant la queue et tout est terminé. Ils ont complètement évacué. Il n'y a pas eu d'inhibition de l'action parce que le canard a permis de laisser sortir la chose. Il s'est senti maître de la situation. Une chose que nous ne vivons pas. Je voulais revenir aussi sur l'action du cortisol parce que j'avais des informations, excusez-moi si j'avais oublié de les mentionner précédemment, mais pour savoir si une personne est un petit peu prisonnière de ces systèmes lutte ou fuite, donc de cette inhibition de l'action qui conduit finalement à être enfermé dans une boucle de catabolisme qui conduit à la destruction du corps et des tissus. Quel est finalement les symptômes courants, la physionomie courante, qu'est-ce qu'on voit apparaître chez un individu qui est dans cette logique-là? Alors je lis, très important, surcharge adipeuse faciotronculaire associée à une atrophie et donc une faiblesse musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Des gens qui ont des bras maigres, des jambes maigres et un petit peu de graisse au niveau du tronc particulièrement et ou du visage. Moi par exemple je me reconnais exactement dans ce cas là, c'est-à-dire que mais c'est pas étonnant, on va revenir ensuite par la suite. Je continue. Atrophie cutanée, rides, vergetures, perturbation des menstruations, hypofertilité tant masculine que féminine, troubles de la libido. C'est très fréquent dans les courriers que je reçois. Atteinte vasculaire et hématologique, érythrose, ecchymose, hypertension artérielle, atteinte des coronaires, artérosclérose et athérome. Très fréquent là aussi. Ostéoporose, douleur osseuse, due au catabolisme de tout le système squelettique par le cortisol. Troubles psychiatriques, troubles du sommeil, excitation, aboutissant parfois à une dépression grave. Infection par affaiblissement de l'immunité, développement cancéreux. Signes biologiques, troubles de la tolérance au glucose, résistance à l'insuline installée, pouvant aller jusqu'au diabète de type 2, hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, syndrome inflammatoire, etc., etc. Le stress est un syndrome non spécifique quel que soit le stresseur. On s'attend donc à trouver les mêmes symptômes lorsque le déclencheur est psychique ou plus précisément en ce qui concerne l'humain psychosocial. Voilà, c'était les conclusions là encore de Henri Laborie. Donc pourquoi est-ce que je vous ai dit par exemple que je me retrouvais exactement dans cette définition? Eh bien dans les mois qui ont précédé, j'ai eu plusieurs opérations majeures de la mâchoire, des opérations très très lourdes qui ont nécessité plusieurs heures de bloc opératoire, agent stresseur manifeste. Et, hop, pardon, excusez-moi, je vérifie que ça enregistre toujours, ouais, ça enregistre toujours. Et, eh bien, il n'est pas étonnant que je me retrouve exactement dans ce tableau. Donc, toute forme de stress psychique, psychologique, psychosocial, physique ou physiologique va induire ce type de réaction dans le corps. Donc, je rencontre de plus en plus de personnes qui me contactent, qui me disent « je n'arrive pas à digérer, je n'arrive pas à assimiler ». Mais arrêtons peut-être de nous intéresser uniquement à ce que l'on fait rentrer dans notre bouche. Il y a bien d'autres éléments en amont qu'il faudrait considérer. Et la prépondérance des agents stressants dans notre vie en est une. Je dirais même qu'il est presque vain d'essayer de réformer son alimentation si on ne commence pas à réformer son mode de vie. Vous l'avez vu, ces vidéos, elles s'appellent Vivre cru. Vivre cru, c'est pas pour rien.
c'est parce que c'est pas simplement manger. J'ai pas appelé ça manger cru, parce que ça m'aurait paru extrêmement limitatif et ça serait se moquer de tout le monde. Il s'agit avant tout de vivre cru. Donc de rétablir les conditions normales dans lesquelles l'organisme peut fonctionner normalement. Donc plutôt que d'aller chercher des enzymes je ne sais pas où dans des petites boîtes à pilules pour mieux digérer, réduire les agents stressants et surtout sortir de cette boucle du système lutte ou fuite. Et sortir comment? Eh bien en induisant le corps, en poussant le corps dans l'autre système qui est le système calme-contact. Le système calme-contact, c'est le système que l'on va explorer la prochaine fois et qui me permettra de vous montrer combien nous avons absolument, physiologiquement, nous sommes programmés pour avoir besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas fonctionner physiologiquement de manière adaptée en étant tout seul. C'est la magie de la création. La magie de la création, c'est qu'elle a fait que nous sommes totalement dépendants les uns des autres. Ce sont des mots qui me réjouissent, je vous l'avoue. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette première partie de présentation vous aura été utile. Je vais revenir, je vais détailler. On va y passer pas mal de temps, ne vous inquiétez pas. J'attends aussi vos questions, vos réactions. Si ces vidéos vous paraissent pertinentes, merci de les partager. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.